grande question préalable qu'il faut se poser. Pourquoi êtes-vous venu écouter une conférence sur l'histoire ? En quoi c'est intéressant ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire n'est pas intéressant uniquement pour passer le temps. L'histoire, c'est une discipline intellectuelle, c'est une science, c'est une science humaine en tout cas, et qui intéresse les gens depuis la nuit des temps, en tout cas depuis l'Antiquité, où il y a les premiers historiens qui sont apparus. Et pourquoi est-ce que les gens se sont intéressés à l'histoire ? D'abord pour savoir ce qui s'était passé dans les temps anciens, mais aussi pour une autre raison. Pourquoi faut-il s'intéresser à l'histoire ? Parce que vous avez certainement autour de vous des amis qui ont des tics ou des travers. Quelqu'un, par exemple, qui a souvent la tête en l'air, ou quelqu'un qui a déjà divorcé 3 ou 4 fois. Vous connaissez son histoire, et de ce que vous connaissez de lui ou d'elle, vous inférez ce qui va se passer. Parce que quelque chose qui s'est déjà produit chez un individu 2, 3, 4 fois, quelqu'un par exemple qui perd son portefeuille sans arrêt, vous ne serez plus étonné s'il le perd une nouvelle fois, ou quelqu'un qui divorce souvent, ou quelqu'un qui se fait licencier régulièrement. Donc il y a une part d'aléa, bien entendu, mais il y a aussi, et c'est un des points les plus importants qui soit, c'est qu'il y a dans l'histoire un intérêt tout particulier, c'est de comprendre exactement de quoi il va s'agir dans l'avenir. Le philosophe allemand Hegel, dans ses principes de la philosophie du droit, qu'il avait écrit en 1821, a cette parole cet aphorisme qui est resté célèbre. Ce n'est qu'au crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, la chouette de Minerve, c'était Minerve ou Athéna pour les Grecs ou pour les Romains. C'était la déesse, entre autres, la déesse de l'intelligence. Et elle avait comme oiseau fétiche, comme on le voit sur cette statue, une chouette. Et quelle est la particularité de la chouette ? C'est que c'est un oiseau nocturne. Et qui, comme le dit le grand philosophe allemand, prend son vol à la tombée de la nuit. Donc ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que l'intelligence ne se développe qu'à la fin, lorsque les choses se sont déroulées. Ce n'est que lorsque les événements s'achèvent que l'on en comprend parfaitement le sens. Ça, c'est très important. L'époque que nous vivons actuellement, les gens qui la vivent croient la comprendre. Nous ne la comprendrons bien que dans 50 ans ou dans 100 ans. Où petit à petit, toute une série de choses cachées, qui est-ce qui tire les ficelles, etc., apparaîtront à ce moment-là au plus grand nombre. Donc l'histoire, elle sert à comprendre le temps présent, mais elle sert surtout à prévoir l'avenir. Puisque ce n'est qu'une fois que les événements se sont passés, qu'on a compris ce qui s'est passé, et parce que, comme je le disais tout à l'heure, un événement qui s'est produit une fois a des chances de se reproduire. S'il s'est produit 5 fois, il a beaucoup plus de chances de se reproduire. S'il s'est produit sans arrêt, il se reproduira certainement. En revanche, un événement qui ne s'est jamais produit dans l'histoire a très peu de chances de se produire un jour. Donc, c'est ça l'intérêt de l'histoire et c'est ça l'intérêt d'une conférence sur l'histoire de France à une époque où d'ailleurs tout est fait pour que les jeunes générations n'en aient qu'une connaissance extrêmement parcellaire, voire confuse. Il est important de revoir notre histoire pour essayer de comprendre les événements actuels et d'anticiper ce qui va se passer. Nous commençons par le cadre fondateur de l'histoire de France. Alors vous connaissez cette formule qu'avaient apprise nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres les Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois, ils étaient divisés en tribus. Ils parlaient tous à peu près la même langue, du moins ils arrivaient à peu près à se comprendre. Ils avaient des institutions assez avancées, les tribus élisaient leurs magistrats, disposaient pour la plupart de gouvernements populaires et se réunissaient en conseils généraux. C'est tout cet agencement politique, un pays qui vivait donc finalement relativement sereinement entre tribus gauloises, que va venir démolir un étranger venu de la péninsule italienne
nous sommes sous la fin de la République romaine. Il s'agit du proconsul romain Caius Iulius Caesar, celui que l'histoire va retenir sous le nom de Jules César. Jules César va décider donc de se livrer à une conquête de la Gaule. La guerre des Gaules, comme on le voit, va durer 7 ans, avec des victoires, des défaites. Mais une guerre de 7 ans, c'est une guerre très longue. Et cette guerre va être conduite d'une façon tout à fait particulière. Un historien du XIXe siècle, Amédée Thierry, raconte l'ignoble stratagème de Jules César pour arriver à ses fins. Cet ignoble stratagème, ça a été la corruption des élites gauloises. Voilà ce qu'écrit l'historien Amédée Thierry. Depuis le commencement de la guerre, César s'était fait livrer tous les jeunes Gaulois, distingués par la richesse, la naissance ou le rang de leur famille. Et il les gardait près de lui, moins comme des auxiliaires que comme des otages. Étudiant à loisir leur caractère et leur penchant, il s'appliquait à les corrompre par l'ambition, à les éblouir par la gloire, à étouffer en eux tout sentiment patriotique. C'est extraordinaire. L'Empire naissant, puisque c'est en fait le fils adoptif de Jules César, c'est Auguste, qui en moins 27 avant Jésus-Christ va définitivement fonder l'Empire romain. Mais Jules César, nous sommes sous la République finissante, il est en train de bâtir un empire. Et Jules César invente cela, la corruption des jeunes élites gauloises pour progressivement étouffer en eux tout sentiment patriotique. De cette pépinière de petits tyrans, continue l'historien français, sortaient ces instruments les plus dévoués et les traîtres les plus redoutables à la Gaule. Le proconsul les jetait ensuite sur le point où il voulait exciter des orages. Il leur prodiguait l'argent, il leur prêtait au besoin ses soldats, il préparait par leurs intrigues chez ses alliés les plus fidèles une conquête facile et en apparence moins odieuse que la conquête à force ouverte. En apparence moins odieuse. Jules César a inventé aussi quelque chose, c'est qu'il préfère faire installer l'Empire en Gaule par des Gaulois eux-mêmes qui sont des traîtres à leur patrie. Chaque nation, chaque ville avait donc son parti romain et son parti national qui s'observaient l'un l'autre et en venaient souvent aux prises, surtout quand il s'agissait de l'élection des principaux magistrats. Donc c'est Amédée Thierry, dans cette histoire des Gaulois de 1842, très grand historien du XIXe siècle. Comme le disait l'un des chefs gaulois de l'une des tribus, César s'est emparé par une perfidie infâme de tout ce qui conservait encore dans l'âme quelque indépendance et quelque amour de la patrie. C'est Dumnorix, ce chef gaulois de la tribu des Éduins. Cette tribu gauloise qui, d'ailleurs, va finir par pactiser avec les Romains contre les autres tribus gauloises. En d'autres termes, et je crois que c'est un bon point de départ pour rappeler notre histoire, la conquête de la Gaule par les Romains fut d'abord une guerre contre l'âme du peuple gaulois. En 52 avant Jésus-Christ, un jeune chef Arverne parvient à rassembler celui que César, dans la guerre des Gaules, puisqu'il a raconté comment ça s'était passé, César a expliqué que ce jeune chef Arverne rassemblait les gens mourant de faim et les misérables. Ce jeune chef va affirmer aux Gaulois que l'heure est arrivée de se délivrer des Romains. À Gergovie, les différentes tribus gauloises, les Sénons, les Parisies, les Pictons, les Cadurques, les Turons, les Aulerques, les Lémoviques, les Andes et toutes les cités armoricaines répondent à son appel et lui remettent le commandement suprême de la guerre.